Doc Seb. Bienvenue Christy, ravi d'être parmi vous avec nos auditeurs et spectateurs qui vont participer à cette belle émission. Aujourd'hui, avec toi, nous parlons des troubles bipolaires qui sont classés 6e au rang mondial des handicaps complexes, diagnostiqués trop tardivement, alternant phase d'excitation et de dépression. Les troubles bipolaires concernent entre 1 à 2,5% de la population. Alors, des réponses thérapeutiques adaptées existent aujourd'hui, mais les patients souffrent principalement de retard de diagnostic et d'un risque de mortalité précoce. Donc, Doc Seb, qu'est-ce que le trouble bipolaire? Le trouble bipolaire, déjà, effectivement, comme tu le disais, ça touche à peu près 2,5% de personnes. Alors, autant hommes que femmes, hein, ça c'est assez caractéristique, et partout dans le monde. Hein, donc, c'est vraiment tout à fait typique. Alors, le trouble bipolaire, ça fait partie des pathologies, psychopathologies, on va dire, ou psychiatriques, qui sont caractérisées en gros par des troubles récurrent de l'humeur. Hein, ça vient des troubles de l'humeur. Les premiers à s'être intéressés à la question la désignaient comme ce qu'on appelait la folie circulaire. Et puis c'est qu'à partir de Kraepelin, un célèbre psychiatre allemand, qu'il a vraiment développé cette appellation, mais qui s'appelait à l'époque et qui a longtemps cheminé comme une psychose maniaco-dépressive. Alors ça correspond, on va dire effectivement, à une alternance souvent d'épisodes qu'on appelle maniaques, donc des épisodes up, comme on dit, et des épisodes dépressifs qui vont alterner. Et c'est vraiment typique avec cette difficulté ou cette impossibilité à réguler finalement les émotions. En gros, il y a à peu près 3 types de troubles bipolaires maintenant qu'on va, on va dire, caractériser. Il y a le type 1 qui est l'alternance de phases maniaques et dépressives qui vont être entrecoupées d'un intervalle en fait, c'est-à-dire une période où il va y avoir une humeur plus ou moins stable. C'est la forme qui est typique, vraiment avec ces alternances maniaques et dépressives. Et le type 2 qui est une alternance là, de phases plutôt dépressives et hypomaniaques. Hypomaniaque, c'est-à-dire avec une moindre manie, une moindre excitation qui va être entrecoupée aussi d'intervalles libres. Et puis le troisième type, lui qui va regrouper en fait les 2 sous-types où les sujets ils vont présenter en gros que des épisodes maniaques ou hypomaniaques induits alors parfois par des traitements antidépresseurs, parce que ça ne fait pas toujours bon ménage, et d'autres que des épisodes dépressifs, mais qui sont souvent associés à des antécédents de troubles bipolaires, qui soient familiaux ou autres. Voilà, donc ça, c'est les 3 grands sous-types des troubles bipolaires en tant que tels. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique. Alors, quels sont, Doc Seb, les cycles des troubles bipolaires? Alors, dans les cycles des troubles bipolaires, on va avoir déjà ce qu'on appelle des états maniaques. Par exemple, dans le type 1, on va avoir parfois une entrée dans le mode maniaque, même si ce n'est pas toujours le mode d'entrée au départ, notamment chez les plus jeunes, ça va souvent commencer par une période de dépression, et puis ensuite, quelques années après, l'épisode maniaque. Alors, dans l'épisode maniaque, c'est, on va dire, je dirais, un sentiment excessif de mégalomanie pour certains. On va voir des erreurs de jugement, une grande irritabilité, parfois des tics, ce qu'on appelle une espèce d'excitation psychique aussi, avec moins besoin de sommeil, une énergie complètement démesurée, des dépenses immodérées aussi. On va surestimer aussi ses propres capacités. On va voir parfois aussi une forme d'hypersexualité, des personnes qui vont parler de plus en plus vite dans une forme de logorée, c'est-à-dire vraiment une parole qui ne s'arrête pas, et puis des moments un petit peu d'euphorie, des moments où on va rire beaucoup, mais beaucoup trop, dans des situations même parfois un peu désadaptées. On va être complètement débordé par ces idées, on va sauter du coq à l'âne, c'est ce qu'on appelle aussi la fuite des idées, agir sans réfléchir, et puis faire des changements complètement inappropriés parfois dans sa vie. Et puis on va parfois aussi avoir des consommations aussi d'alcool ou de drogue ou de stupéfiants. Ça, c'est vraiment pour je dirais l'épisode maniaque, qui est tout à fait caractéristique.
Après, l'autre cycle qui va suivre souvent, ou alors qui précède, ça dépend des cas, là c'est différent. C'est ce qu'on appelle les symptômes plutôt dépressifs ou l'épisode dépressif, où là la personne est triste, anxieuse, ce sentiment de vide intérieur, n'a plus d'intérêt pour les activités, même, je dirais, pour lesquelles elle éprouvait du plaisir. Elle a du mal à faire face à tous les événements, elle est beaucoup plus lente, elle a des problèmes de sommeil, elle a du mal à s'endormir, à se réveiller. On peut voir à l'inverse une hypersomnie. Elle maigrit trop ou elle grossit trop. On peut avoir aussi ce manque d'énergie, se sentir fatigué en permanence. En gros, c'est tous les symptômes de la dépression habituelle, hein. Mais à la différence de la dépression, là, on a cette alternance assez caractéristique, hein, dans le type 1 notamment. Après, dans le type 2, ça sera un hypomaniaque, c'est-à-dire un moindre accès maniaque d'excitation, avec aussi des phases dépressives. Et puis le type 3, on en a parlé aussi. Voilà en gros les cycles. Et entre ces cycles, il peut y avoir ce qu'on appelle des intervalles libres avec une forme de stabilité, de ce qu'on appelle l'euthymie, c'est-à-dire en gros une stabilité émotive qui va leur permettre de pouvoir interagir de façon normale. C'est-à-dire en gros, les personnes bipolaires n'ont pas des accès en permanence, hein, sauf si elles ne sont pas traitées, hein. Il peut y avoir une accélération du processus. Et que signifie phase dépressive, justement, les bas? Bah, les phases dépressives, les basses, c'est vraiment tous les symptômes caractéristiques de la dépression, hein. Le ralentissement moteur, l'envie de rien, l'idée qu'on vaut rien, que de toute façon on n'y arrivera jamais, cette absence d'énergie, comme si on n'arrivait pas à recharger ses batteries, des moments d'hypersomnie. On peut avoir aussi dans la phase dépressive la plus forte des idées morbides, des idées suicidaires. D'ailleurs, c'est quand même l'une des pathologies, hein, où il y a le plus haut taux de suicide. C'est quand même le risque numéro un dans ce type de pathologie, c'est les idées suicidaires et les actes suicidaires qui peuvent en découler, hein. Il y a en gros, alors selon, faut que je me rappelle en gros comme ça, il y a à peu près 1500 personnes qui décèdent, je me sens, par an de ce type de problématique, uniquement par l'acte suicidaire. Et est-ce que finalement, on est tous avec un trouble bipolaire qu'on développe ou pas au fur et à mesure? Alors, non, il n'y a pas de, je dirais, on n'est pas tous susceptibles de développer, on va dire, la bipolarité, hein. Il y a que déjà à peu près 2,5%, c'est pas non plus énorme, de personnes, même si c'est quand même conséquent, hein. C'est pas les 20% qui vont présenter une dépression, hein. On sait qu'il y a à peu près 20% de la population qui va présenter un épisode dépressif. Donc, on ne naît pas bipolaire. Il y a des éléments qui pourraient être génétiques éventuellement, qui sont à l'étude. Bon, on le devient plutôt, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas prévoir en tant que tel, même s'il y a des facteurs qu'on appelle de vulnérabilité, hein. Très bien. Alors revenons justement sur les phases. La phase maniaque, à quoi Oui. ressemble-t-elle? Alors, les hauts, c'est ce qu'on appelle les up, hein, c'est-à-dire ce moment d'excitation, d'élation, d'excitation psychique, où les patients sont extrêmement actifs. Elles vont avoir l'impression qu'elles peuvent tout réaliser, même les projets les plus insensés. Elles ont 10 000 idées à la minute. Elles se sentent parfois tellement excitées que ça peut se traduire par des idées complètement mégalomaniaques, hein. Elles sont euphoriques, elles vont risquer aussi des choses. Parfois, c'est souvent dans ces moments up qu'il peut y avoir des risques accidentels, hein. On le voit aussi beaucoup plus que dans d'autres pathologies, des risques d'accident, hein, de prise de risque inconsidérée par ces personnes. Alors, quand il y a un état maniaque assez élevé, les personnes souffrent d'insomnie très importante, jusqu'à ne plus dormir pendant plusieurs jours, voire semaines, et c'est vraiment tout à fait inquiétant, hein, pour leur santé mentale. De même qu'il y a ce sentiment en parallèle, étonnamment, où ils ne se sentent pas vraiment fatigués, alors qu'il y a un épuisement de l'organisme, et il y a aussi ce sentiment de toute puissance, qui est aussi caractéristique. Et dans ce moment-là, les personnes peuvent, je dirais, réagir de façon complètement portée, impulsive. On voit souvent des moments de passage à l'acte aussi, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épisode up de l'épisode maniaque.
Si par contre c'est un épisode hypomaniaque, ça va être en deçà de ça. Il va y avoir quand même une euphorie, une forme d'excitation, mais ça va être, je dirais, plus gérable. On ne va pas en arriver à des états, je dirais, où les personnes ne dorment plus et elles ne se reposent plus, elles sont constamment en action, hein. Et d'ailleurs, cette suractivité va amener en compensation à un moment donné un épuisement qui va amener l'épisode dépressif, hein. Et l'épisode dépressif, bah là, c'est l'état down, comme on dit en anglais, hein. Donc là, c'est vraiment le fléchissement, hein, complet de l'humeur et qui, à un moment donné, amène les patients à être complètement épuisés, où ils sont dans une grande tristesse et avec une perte de tout désir, d'activité, même de désir par rapport à eux-mêmes, hein, leurs besoins fondamentaux. Ils se replient sur eux-mêmes et développent à ce moment-là, malheureusement dans les accès les plus importants, des idées suicidaires. Et entre ces épisodes, il y a cette phase qui peut être a priori normale ou quasiment normale, qu'on peut aussi caractériser comme une phase de rémission, hein, partielle, et qui existe alors et qui est de plus en plus longue pour les personnes qui sont traitées d'ailleurs, hein. Alors toi, en tant que professionnel, lorsque tu rencontres des personnes souffrant du trouble de bipolarité, qu'est-ce qui ressort le plus? Comment elles se sentent? Alors, elles sentent qu'elles ont quelque chose de différent par rapport aux autres, qu'il y a quelque chose en elles qui n'est pas tout à fait comme les autres et qu'elles peuvent avoir des fragilités. D'ailleurs, quand elles se connaissent un peu mieux et qu'il y a une reconnaissance de la pathologie, eh bien, elles ont souvent identifié ces facteurs de fragilité. Alors, d'ailleurs, c'est le rôle des professionnels de santé aussi, hein, comme moi, de les aider à identifier ces facteurs de fragilité. Ils vont se surinvestir, ils vont vouloir créer une entreprise, travailler 24 heures sur 24, etc. Notamment dans la phase maniaque. On peut avoir pour d'autres des facteurs de fragilité qui sont liés à des moments amoureux. Le moment de la rupture amoureuse, d'ailleurs, est souvent très compliqué pour certains et peut parfois mener aussi à des idées suicidaires, hein. Donc on est vraiment dans cette loi du tout ou rien. Donc on peut avoir aussi des épisodes de vie, une perte d'emploi. Pour d'autres, c'est un changement de lieu, un déménagement. En gros, tous les facteurs et les événements de vie qui vont caractériser un changement important dans leur vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi, on aide ces personnes à pouvoir repérer, identifier ces éléments-là. Ce qui est important, hein, de pouvoir mettre en place avec eux, ainsi qu'une hygiène de vie, ce qu'on appelle la psychoéducation aussi, dans le domaine psychologique. Alors, quel est le quotidien d'une personne souffrant de troubles de bipolarité et comment le trouble bipolaire peut-il l'affecter finalement? Quel effet aura-t-il sur la famille? Quand il n'est pas repéré, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a cette latence finalement à pouvoir poser un diagnostic. C'est qu'avant de pouvoir poser un diagnostic, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a eu un moment de dépressivité, et qu'à un moment donné, il va y avoir aussi un épisode maniaque ou hypomaniaque, souvent. Bon, le quotidien, quand il n'est pas repéré, il peut être très difficile. Parce que on va alterner avec des émotions, je dirais, très joyeuses, d'excitation, et d'autres moments d'un repli, d'un isolement et d'un dépit complet avec une grande tristesse. Donc c'est vraiment cette alternance émotionnelle qui est assez caractéristique et qui fait d'ailleurs que c'est compliqué aussi à vivre pour parfois leur entourage, hein, de pouvoir savoir, et c'est ça qui n'est pas toujours évident, est-ce qu'il s'agit de traits de caractère, hein, parce que, et souvent d'ailleurs, quand on est dans un déni de sa pathologie, on dit, certains disent, je suis comme ça, je suis impulsif, je suis dans une loi du tout ou rien, je passe de l'un à l'autre, j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que souvent, dans cette phase de déni, elle peut durer assez longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des épisodes particulièrement intenses ou caractéristiques, hein. Donc, c'est souvent assez compliqué le quotidien et ça peut envahir, quand ce n'est pas traité, le domaine professionnel. On va avoir des personnes qui vont sans arrêt être en conflit, dans l'impulsivité, commettre des actes, je dirais, parfois difficiles, difficilement explicables dans le travail. Dans le domaine amoureux, ça va être aussi parfois très compliqué et chaotique. Dans le domaine personnel et familial également, hein. Donc on est quand même dans une vie qui est souvent difficile,
souvent à partir du moment où c'est pas traité en tant que tel. Bon, pour ceux qui sont traités, bon bah là, je dirais que c'est beaucoup plus simple quand même, puisque déjà il y a eu une acceptation hein, de la pathologie, et puis des mesures hein, qui ont été mises en place pour réguler un peu ce chaos émotionnel dans lequel il peut vivre souvent. Selon les données aujourd'hui, les éléments que tu peux avoir en tant que professionnel, qu'est-ce qui cause le trouble bipolaire? Alors, dans les causes, comme beaucoup de pathologies, elles sont multifactorielles. C'est-à-dire il y a un ensemble de causes et de facteurs de vulnérabilité qui peuvent l'expliquer. Alors, bon, dans les recherches actuelles, on s'est intéressé aux causes génétiques, sans pouvoir isoler vraiment un gène qui pourrait expliquer la bipolarité, hein, mais bon, plutôt des facteurs de vulnérabilité qui pourraient s'exprimer dans ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire dans le contexte, dans des expériences de vie, dans un développement. De même qu'on a pu percevoir certaines modifications un peu au niveau neurophysiologique, mais sans savoir s'il s'agit de causes ou de conséquences. Hein, on s'est aperçu que parfois les personnes pouvaient présenter des problématiques un peu cognitives à certains moments, avec des troubles de l'attention, des troubles des fonctions exécutives, de la planification, de mémoire, etc. Bon, mais sans que ça soit une cause neurologique avérée. Il n'y a pas non plus une lésion organique qui pourrait l'expliquer. On va aussi percevoir des facteurs qu'on appelle environnementaux, c'est-à-dire en gros des facteurs de stress très importants, des facteurs aussi pour certains de carence affective, d'abandon, d'histoire de vie quand même assez chaotique, de maltraitance aussi. Hein. Donc tout un tas de facteurs, de contexte, de mode de vie, d'environnement. On peut percevoir aussi des facteurs environnementaux, alors parentaux. C'est vrai que, sans compter, on va dire, la génétique, quand on est élevé dans un milieu où il y a des interactions toujours un peu pathologiques, par exemple, un des membres de sa famille est touché par la pathologie, eh bien forcément, on va avoir un peu plus de chances que enfin de chance, si on peut appeler ça une chance, de présenter ce type de trouble. Hein. Donc là, il y a aussi des facteurs de transmission psychique qui vont se faire dans le système familial. Et puis, il y a des déclencheurs. Les déclencheurs, bah, c'est évidemment le stress, la surconsommation d'alcool, de tabac, de drogue aussi, hein, qui peut aussi être un déclencheur, le manque de sommeil. C'est pour ça qu'on demande aussi aux personnes qui ont ce type de problématique de bien surveiller leur sommeil, de faire en sorte d'avoir une hygiène de vie assez exemplaire, entre guillemets. Hein. Et puis, je dirais, les facteurs aussi de rencontres et d'événements aussi, l'événement amoureux, j'en ai parlé, mais aussi les événements professionnels. Hein, donc ça va être aussi tous les facteurs déclencheurs à un moment donné, mais un seul facteur ne peut pas expliquer en soi la pathologie. Une personne souffrant de troubles de bipolarité peut-il avoir une vie de famille, une femme, des enfants? Oui, c'est tout à fait possible d'avoir une vie de famille quand on a des problématiques bipolaires, à condition, je dirais, qu'on soit traité, hein, qu'on ait déjà accepté sa pathologie et bon, qu'on associe un traitement médicamenteux et en général une psychothérapie avec des examens de routine. Ça permet une stabilité émotionnelle et il y a bon nombre de personnes qui sont bipolaires, qui ont des enfants sans problème particulier, je dirais, à condition d'avoir ce suivi-là. En revanche, celles qui ne bénéficient pas de ce suivi ou qui sont, je dirais, dans un déni ou qui n'ont pas accepté encore ce trouble ou repéré, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. On va passer par des moments chaotiques, que ça soit dans la vie, je dirais, personnelle, mais aussi de couple, familial, avec des choses qui vont passer pour des traits de caractère, alors qu'il s'agit de manifestations hein, de la pathologie, et notamment dans le moment d'irritabilité, d'excitation maniaque, voire de dépressivité. Et là, ça va être très complexe pour vivre dans ces conditions-là, je dirais, une relation apaisée et une relation constructive. Donc pour eux, ça va être très compliqué. Bon, donc ça, effectivement, c'est aussi quelque chose d'important qu'il faut souligner. Alors, j'ai quand même un florilège de questions posées par différentes personnes. On a Stéphanie de Paris. On m'a diagnostiqué un trouble bipolaire. Le traitement est-il prescrit à vie?
Alors, en règle générale, les traitements sont quand même pour une longue période. Alors, je dirais pas forcément à vie, parce qu'on n'est pas toujours dans ce registre-là, mais en tout cas, pour stabiliser un trouble bipolaire, il faut en passer par quelque part un traitement médicamenteux. Alors, en règle générale, c'est ce qu'on appelle des thymorégulateurs, hein, qui vont régler ou réguler l'humeur, hein, qui vont permettre une stabilité émotionnelle et une régularité un petit peu dans ses interactions aussi. Donc, c'est quand même une longue durée pour la plupart des traitements, et il faut se baser quand même sur 5 ans, 10 ans, hein, et après, il peut y avoir des ajustements, hein, mais qui ne pourront se faire que parce qu'il y a aussi, je dirais, ce double aspect, c'est que ce sont des personnes qui vont nécessiter une prise en charge en psychothérapie assez longue, hein, et je dirais dans ce suivi régulier pour pouvoir changer aussi, modifier une partie de leur comportement, de leurs attitudes, et pouvoir apprendre aussi à réguler un peu mieux leurs émotions. On n'a pas forcément un traitement à vie. Ça peut Alors, s'arranger. ça peut s'arranger, mais quand même, il vaut mieux se dire que c'est pour une longue période. Je dis ça parce que c'est parfois les ruptures de traitement qui vont faire que la personne va rechuter et va avoir de nouveau un épisode, hein. Bon, c'est l'exemple, en général, la personne va mieux, elle a ses thymorégulateurs, ses traitements, voire un petit anxiolytique. En même temps, elle a une thérapie, puis d'un seul coup, elle va beaucoup mieux pendant 2 ans, ça dure, et puis elle s'arrête. Et petit à petit, insidieusement, ça reprend, et au bout de 3 mois, 6 mois, c'est reparti, et ça recommence. Donc il faut quand même plusieurs cycles, et je dirais un bon nombre d'années, avant de réduire un traitement. D'ailleurs, à un moment donné, on propose aux patients souvent de pouvoir aussi auto-ajuster en fonction de leur état. Et bien entendu, il faudra qu'ils soient suivis quand même régulièrement par un psychiatre et puis en psychothérapie par un clinicien, un psychologue clinicien. C'est quand même essentiel. C'est des personnes quand même qui ont ce besoin d'avoir un traitement et un suivi, je dirais par contre à vie, un suivi, la plupart des personnes ont ce besoin-là. Après, il y en a qui vont beaucoup mieux et qui n'ont plus besoin, ou de façon ponctuelle, de pouvoir reprendre une thérapie ou voire de reprendre un traitement plus important. Mais c'est la question d'un réajustement et d'une régulation. Mais je préfère qu'on dise que c'est un traitement long, pas forcément à vie, mais que de se dire, bon, bah, c'est un épisode, on prend le traitement et on arrête, parce que là, on est sûr que ça va se redéclencher. Audrey du 973 nous écrit et demande quel risque existe-t-il que j'ai un enfant bipolaire si je le suis moi-même? On sait qu'il y a effectivement des risques un peu plus importants de développer une pathologie bipolaire lorsqu'un des parents est touché, hein. En gros, c'est à peu près 6-10%, hein, suivant les études, mais en réalité, aucun facteur causal n'a réellement été identifié. Donc, ce n'est pas forcément d'un point de vue génétique. On ne sait pas s'il s'agit d'une transmission psychique, de facteurs héréditaires, de l'environnement. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une transmission comme ça serait pour un trouble génétique avéré. Là, il y a un peu plus de risques que la moyenne. Hein, on va dire que c'est entre 1 et 2% pour la moyenne des gens qui ne présentent pas ce type, et ça monte à 10%. Par contre, si les deux parents sont touchés par des problématiques bipolaires, là, il y a presque une chance sur 2 ou une chance sur 3 de pouvoir présenter ce type de trouble. Donc là, il y a quand même un impact. Mais dans son cas, je pense qu'il faut la rassurer. Voilà, il n'y a pas de chance particulière, ou alors ce serait vraiment voilà, la malchance, hein. Caroline du Lamentin nous demande, je suis bipolaire, je souhaite avoir des enfants, mais en suis-je capable? Alors oui, beaucoup de femmes qui présentent des troubles bipolaires, bon, elles s'interrogent en général sur leur capacité, sur leur facilité à avoir des enfants ou pas et à les élever. Il faut les rassurer. La plupart des femmes bipolaires qui sont traitées peuvent tout à fait avoir des enfants. D'ailleurs, ça peut être aussi une façon je dirais, de pouvoir s'aider aussi à trouver un peu plus de sens dans ce qu'on fait, à pouvoir aussi s'investir dans autre chose, se décentrer de soi-même. Donc c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui est positif, bon, à condition que ça soit accompagné de psychoéducation, d'un suivi en psychothérapie
et d'un traitement. En revanche, si elle est bipolaire et qu'elle n'est pas traitée, là, ça va être très compliqué pour l'enfant parce qu'il va subir finalement l'influence de la pathologie, hein, même si sa mère l'aime beaucoup. Olivier de Fort-de-France, on m'a dit que certains médecins proposent des traitements par électrochoc. Quels sont les risques? Les électrochocs, ça n'a pas bonne presse, hein. Alors notamment, il y a eu le célèbre film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a aussi les expériences de lobotomie à un moment donné. Enfin bon, dans l'imaginaire collectif, ça a très mauvaise presse. Bon, en réalité, ça n'a plus rien à voir avec la sismothérapie qui peut être proposée ou l'électroconvulsivothérapie, qui est l'autre nom de la sismothérapie, hein, ou des électrochocs. Donc, qui, on va dire, sont préconisés quand il y a, on va dire, une absence de réaction au traitement médicamenteux habituel et bien sûr avec l'accord du patient, hein. Donc, c'est fait en milieu médical, c'est rarement libéral pur, c'est dans le milieu hospitalier que ça peut être proposé. En gros, ça consiste à diffuser un courant d'une faible intensité au niveau cérébral, alors sous anesthésie, hein, par contre générale, et ça va permettre, alors avec tout un tas de mécanismes, de générer une forme de pseudo-crise d'épilepsie avec tous les remaniements qu'il peut y avoir au niveau, je dirais, cérébral. Et on s'est aperçu qu'il y avait des bénéfices à pouvoir le faire. Bon, donc en général, c'est des séances qui se réalisent à peu près 2 à 3 fois par semaine. Bon, et il y a d'assez bonnes rémissions quand même pour la plupart des personnes. Bien sûr qu'il y a la motivation je dirais, du patient à pouvoir aussi s'y investir. A priori, il n'y a pas de contre-indication majeure, hein, ça n'endommage pas le cerveau. Bon, on ne court pas le risque d'être électrocuté, hein, c'est vraiment des faibles intensités. Voilà. Et il n'y a pas de risque non plus de déclarer une épilepsie, même si là, il y a quelque chose qui est un peu contrôlé là-dedans. Bon, après, moi, je ne suis pas forcément un fan de ce type d'approche, mais pour certaines personnes, ça peut, on va dire, ça peut être utile, hein, quand ils sont ce qu'on appelle résistants aux médicaments. Ça peut être une expérience aussi initiatique d'un point de vue psychologique. On sait qu'il y a aussi ce facteur-là qui peut jouer dans la sismothérapie. Lorsqu'on fait de la sismothérapie, est-ce que c'est curatif? Est-ce que effectivement on n'a plus de problème de bipolarité? Ça soigne la bipolarité? Alors, on va dire qu'il y a parfois des formes de guérison spectaculaires chez certains patients. Bon, il faut quand même 2 à 3 séances par semaine et une quinzaine de séances pour avoir des résultats extrêmement bénéfiques. Donc, ça fait quand même un certain temps. Après, bon, il n'y a pas de guérison totale. J'ai envie de dire, dans la bipolarité, il y a quasiment pas de guérison totale. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec, et après, je dirais, quand on apprend à se connaître, il y a une forme de cicatrisation qui peut se faire, et puis de régulation émotionnelle, les patients, même s'ils restent avec cette fragilité quand même, ne vont plus présenter des épisodes majeurs, hein, de bipolarité. On a des personnes qui vivent bien au long cours sans rechute, hein, aussi. Stéphane de Marie-Galante demande comment choisir son psychiatre. Alors, bah, déjà, il faut qu'il prenne un psychiatre qui est près de chez lui, hein, la localisation, elle est quand même importante. Après, bah, c'est avoir quelqu'un qui soit spécialisé quand même. A priori, la plupart des psychiatres sont quand même tout à fait bien formés dans la bipolarité. Alors certains en ont fait, on va dire, une spécialité à part entière, voire même, on pourrait lui conseiller quasiment d'aller dans un centre expert. Il y a des centres experts qui sont développés déjà pour être sûr du diagnostic et puis pour un suivi. Et puis après, c'est aussi, je dirais, la façon, le feeling, comme on dit, l'alliance thérapeutique, hein, en termes psy, qui va se créer avec le psychiatre. Mais c'est sûr que c'est un pilier essentiel, je dirais, du suivi, hein, notamment de la psychoéducation et du traitement.
Titi de Cayenne nous demande: puis-je être suivi uniquement par mon médecin généraliste? Alors, les médecins généralistes font un travail exceptionnel, hein, quand on voit tout ce qu'ils peuvent traiter. Et bon, certains pourraient le faire, éventuellement parce qu'ils se sont un peu plus spécialisés dans le domaine de la pathologie mentale, mais ça reste rare. Bon, en réalité, il vaut mieux être suivi par un psychiatre, hein, clairement, puisque c'est son domaine d'investigation et d'exploration, et que pour manier les traitements thymorégulateurs notamment, et puis, je dirais, tous les traitements qui peuvent naître, aussi des nouvelles recherches actuelles qui se font, il vaut mieux quelqu'un qui soit spécialisé quand même dans le domaine, hein. Même si on a une bonne relation avec son médecin traitant, c'est plutôt une orientation qu'il va faire. Ludovic de Casse-Pilote demande: doit-on forcément donner des médicaments quand un soutien psychologique donne de bons résultats? Alors, la psychothérapie en tant que telle, elle a quand même des bons résultats autour de la bipolarité. Sauf que pour ceux qui ont vraiment des problématiques de type 1 notamment, et avec des épisodes relativement intenses, c'est quand même tout à fait essentiel d'associer, et on sait qu'on a plus de chances de mieux s'en sortir avec un traitement en psychothérapie associé avec un traitement médicamenteux, hein. Il faut vraiment associer les deux, c'est l'idée. Parce que l'un ne va pas sans l'autre dans ce type de traitement. Ceux qui ont juste une prise médicamenteuse, ça peut suffire à les équilibrer un temps, mais ça ne va pas changer fondamentalement leur façon de se réguler eux-mêmes. Là, il y a vraiment un travail comportemental, émotionnel à mettre en place avec ces patients. Donc là, il faut vraiment associer les deux. Moi, ça serait mon conseil. Quelles sont les thérapies alternatives? Question de Marc de Matoury. Alors, bon, il y a tout un courant un peu de recherche qui s'intéresse, par exemple, à tout ce qu'on appelle les médecines naturelles, hein. Bon, alors, on a des préconisations diététiques, hein, par exemple, de favoriser des aliments plus équilibrés avec des acides gras, des oméga 3, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas de preuve vraiment que, je dirais, ça traite la bipolarité. À la limite, ça traite surtout la bonne santé. Pour être en bonne santé, c'est bien d'en manger. Mais seul, ça ne suffit pas. Il y a aussi la phytothérapie qui peut être utile, ou physio-phytothérapie, c'est-à-dire il y a certaines, comment dire, certaines plantes. Faut savoir que les plantes, c'est les ancêtres des traitements chimiques, hein, comme le griffonia, la rhodiolia, le millepertuis, qui peuvent être utiles, notamment parce qu'elles ont des propriétés anxio-dépressives. Bon, mais elles ne sont pas suffisantes quand il s'agit d'accès important. C'est pour des pathologies qui restent légères à modérées, hein. Ensuite, on a tous les traitements de suivi en psychothérapie. Alors, que ça soit, on va dire, les thérapies de groupe qui fonctionnent bien aussi, quand même, ça on oublie souvent, mais il y a des thérapies de groupe qui fonctionnent bien. La psychothérapie individuelle, alors qu'elle soit TCC, EMDR, qui est un dérivé de l'hypnose, hein. Je dirais qu'après, ce qui compte, c'est de pouvoir traiter la dimension émotionnelle, de la régulation aussi des comportements, et puis d'aider ces personnes dans leur projet de vie aussi, hein, parce que au-delà des thérapies, il y a aussi, je dirais, que le patient puisse, on va dire, intégrer, assimiler aussi ces choses-là pour lui-même et les mettre en pratique, être sujet finalement de sa problématique et de sa vie. Christine de Baïf: je suis bipolaire. On m'a dit que le lithium fait grossir. Est-ce vrai? Alors, oui, alors c'est vrai que les sels de lithium, ça a été l'un des premiers traitements, hein, qui reste d'ailleurs toujours d'actualité. Et donc, effectivement, comme beaucoup de psychotropes, de médicaments qui agissent sur le psychisme, il y a souvent une prise de poids qui peut se faire chez les femmes notamment. Bon, après, ça se régule, hein, c'est pas forcément irrémédiable, hein. Il y a une phase de début souvent où il y a une prise de poids. Après, c'est les conseils diététiques.
habituel. C'est les 3 repas, manger équilibré, à heure fixe, etc. Parce qu'il y a aussi chez les personnes qui sont bipolaires parfois des crises de boulimie. Il y a aussi ça. Ça peut arriver, de même qu'il y a à d'autres moments une perte complète de l'appétit. Donc là, il faut aider aussi à travailler les personnes par rapport à leur relation à leur alité, au-delà d'un régime uniquement. On a Éric Decourroux qui écrit et qui demande: je suis un homme bipolaire. Depuis que je suis traité, je n'arrive plus à avoir de relations sexuelles. Comment faire? Alors, c'est fréquent qu'il y ait des problèmes sexuels, que ça soit dans la dépression d'ailleurs ou dans la bipolarité. Alors, on va avoir souvent une hypersexualité dans la phase maniaque et à l'inverse, dans la phase dépressive, une perte totale de libido qui est quand même majeure. Alors, entre les épisodes, parfois, il n'y a pas de perte ou de difficulté sexuelle. Donc, je pense que là, il y a l'impact de la pathologie et il peut y avoir parfois aussi l'impact des traitements. Il y a certains traitements qui peuvent réduire la libido, qui peuvent aussi, on va dire, amener un retard à l'orgasme aussi. Donc, ça peut jouer, mais ce n'est pas chez tous les patients. Donc, voilà, ça peut être en lien avec sa problématique, effectivement. Michel de la Trinité: puis-je boire de l'alcool? Alors, l'alcool, c'est fortement déconseillé. Alors, notamment parce qu'on voit bien, la plupart des bipolaires sont dans l'excès. Donc là, ça fait partie de tout ce qui est psychoéducation, c'est sensibiliser les personnes au fait que la consommation excessive d'alcool, ça grève sérieusement leurs chances de pouvoir s'en sortir, de guérir. Et en plus, c'est un facteur désinhibant. C'est-à-dire qu'on va voir beaucoup plus souvent des passages à l'acte qui soient suicidaires ou des conduites à risque dans la vie de tous les jours chez les personnes qui vont user d'alcool. Alors après, boire un petit verre comme ça pour la convivialité, pourquoi pas? Le but n'est pas de devenir non plus un ascète, mais c'est quand même quelque chose à éviter globalement. Aurélie des Abîmes: si une nouvelle canicule se produit, dois-je arrêter mon lithium? Alors, déjà, c'est de remédier aux problématiques liées à la canicule, qui est en général la déshydratation, et de bien se rafraîchir, parce que c'est vrai que ça peut entraîner parfois des déséquilibres. Les personnes qui ont un traitement de lithium font des analyses de sang à peu près tous les mois, tous les 2 mois, et c'est vrai que c'est important de bien s'hydrater à ce moment-là, de ne pas arrêter brutalement le lithium. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et puis, je crois que là, si vraiment il y avait un problème de déshydratation, il faut tout de suite aller aux urgences. Mais ça, ce ne serait pas que à cause du lithium. Olivier de Nantes: dois-je prendre certaines précautions si je pars en voyage? Alors, les précautions qu'on peut prendre, déjà, c'est demander à son thérapeute, à son psychiatre, si c'est compatible avec son état. Je dis ça parce que on voit chez certains patients dans des phases d'excitation maniaque le désir de partir. Et moi, je l'ai vu chez des patients qui me disaient j'étais parti pour un voyage en Inde et je pensais que j'allais négocier des contrats avec le président de la République de l'Inde parce qu'il était dans un état complètement maniaque, il s'est retrouvé hospitalisé dans un sombre état. Donc, il faut déjà évaluer s'il n'est pas dans un état maniaque et en gros qu'il est relativement stable dans sa vie. Après, comme pour tout le monde, il va falloir prévoir une assurance rapatriement, par exemple pour ces patients-là, et comme pour tous, d'ailleurs, j'ai envie de dire, quand on part dans un lieu, et notamment assez loin à l'étranger, il faut toujours prévoir ces choses-là. Après, c'est la question du traitement. Il faut qu'il y ait un traitement qui prenne beaucoup plus de traitement que prévu. On ne sait jamais, il peut y avoir des impondérables, donc là qui demandent des ordonnances pour avoir un traitement à l'avance. Voilà. Et puis après, éviter les trop grands voyages, au sens où
d'enchaîner les voyages avec des gros jet lag ou des décalages horaires, parce qu'on sait que les personnes qui ont une bipolarité ont une sensibilité accrue au sommeil et au décalage, souvent. Bon, mais il n'y a pas de contre-indication, sinon, si la personne est dans un bon état psychique, qu'elle est équilibrée, ça fait partie d'un projet. Pour elle, c'est plutôt positif. Ludo de Paris, est-ce que la drogue peut causer les troubles bipolaires ? Alors, la drogue va être souvent un déclencheur. On s'est aperçu, notamment on le voit régulièrement dans les urgences, que la consommation de drogue va amplifier ou augmenter le phénomène bipolaire et parfois le déclencher. On le voit avec certains, liés au cannabis, alors liés à la cocaïne, n'en parlons pas. Donc ça agit comme un catalyseur finalement chez certains sujets, et c'est sûr que c'est quelque chose à éviter. Ça c'est, on va pas, il faut le proscrire. On ne peut pas dire à des patients qu'il faut qu'ils continuent à prendre de la drogue alors qu'ils sont bipolaires. Et j'ai envie de dire même pour tout le monde. Bruno de Lyon, mon père est bipolaire. J'ai fait un épisode dépressif l'année dernière. Suis-je bipolaire ? Alors, on n'en sait rien a priori. C'est sûr que il y a un facteur. Un parent qui présente une bipolarité. Lui, il fait un épisode dépressif. Bon, c'est pas dit qu'il soit bipolaire. Il peut très bien avoir une dépression, comme bon nombre de personnes, un épisode dépressif à un moment donné. C'est à la suite, s'il y avait aussi des périodes d'hypomanie ou des périodes aussi cycliques de dépressivité qu'on pourrait se poser la question. Mais il n'y a pas forcément un lien de cause à effet direct. Doc, quelle est la vie qu'une personne souffrant de troubles de bipolarité peut espérer avec le temps ? Avec le temps, je dirais qu'à partir du moment où il est traité et on associe la psychothérapie, le traitement médicamenteux, un environnement aussi familial stable, une pratique professionnelle aussi qui va épanouir la personne. C'est pour ça que moi j'ai connu des personnes qui étaient médecins ou ingénieurs ou autres qui présentaient des types de troubles comme cela. Eh bien, on va avoir une vie plutôt harmonieuse et sans forcément de problématiques. On peut même dire que pour certains, ça a pu être un atout parfois, ce surcroît, cet excès finalement d'énergie. On voit chez bon nombre d'artistes des phases de création dans les moments d'excitation psychique, les épisodes maniaques parfois. Donc voilà, alors après il faut le traiter évidemment pour que ça se passe bien et qu'on soit dans un équilibre, mais il n'y a pas de raison a priori à partir du moment où on est bien traité. Mais c'est la continuité et la régularité qui est très importante. Parce que c'est souvent des personnes qui fonctionnent par à-coups, et leur apprendre aussi ça, la patience, la persévérance, une hygiène de vie, du sport, une bonne hydratation, un équilibre de vie, c'est tout à fait important et c'est ça aussi qui va les aider. Le trouble bipolaire finira-t-il par s'en aller au fur et à mesure ? Alors, on n'a pas de certitude qu'il va s'en aller. En revanche, quand les personnes sont bien stabilisées, il y a quasi plus d'apparition de moments de bipolarité, que ce soit de l'épisode maniaque ou dépressif. Mais pour ça, c'est vraiment une vie stable et apprendre aussi à réguler ses émotions, ses comportements, c'est tout à fait essentiel. Et puis aussi, pour certains, on le voit bien, de pouvoir à un moment donné travailler sur ce qui a manqué un peu dans leur existence d'un point de vue affectif, et on voit qu'il y a tout un tas de choses qui vont ressurgir chez certains aussi, mais ça c'est au fil de la thérapie. On arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Merci de toutes ces précisions. Merci du temps précieux que tu nous accordes pour ces émissions. On se retrouve très prochainement dans votre émission On en parle. Merci, Doc Seb. Merci, Christy. Un beau sujet, intéressant, et j'espère que ça pourra aussi aider bon nombre de personnes qui se posent beaucoup de questions sur la bipolarité.